Tu te rappelles Sonic? Bon, je fais le gag du malentendu ou je fais pas le gag du malentendu cette fois? Pas la peine, tout le monde sait à quoi tu penses. Oui, Sonic le Rebelle est une série qui m'a beaucoup marqué au moment de sa diffusion. D'abord parce que contrairement à la série précédente, Sonic le Hérisson, les personnages principaux de Sonic le Rebelle sont une fratrie. Ayant moi-même de petits frères, les histoires de fratrie comme Full Metal Alchemist m'ont toujours particulièrement touchée. En plus, Sonic le Rebelle avait ceci de commun avec les Animaniacs que c'était effectivement deux frères et une sœur. Donc ce sont deux séries qui m'ont parlé d'entrée de jeu. Mais il n'y a pas que ça. Sonic le Rebelle a beaucoup d'éléments marquants, que ce soit visuellement ou du point de vue du scénario. Et aussi... J'ai vraiment honte de l'avouer maintenant, mais à l'époque j'adorais les chansons. Vous augmentez le problème en ne le réglant pas vous-même. Montrez aux autres que vous êtes là. Faites partie de la solution. À plusieurs nous vaincrons. N'allez surtout pas augmenter le problème. Y a pas à avoir honte, les chansons de bonne qualité dans les séries animées c'était pas si courant que ça à l'époque. Il est évident que les chansons de Sonic le Rebelle sont un peu pitoyables face à celles de Phineas et Ferb, mais elles ne sont pas pitoyables pour leur époque. Celles plus rares de la série La Petite Sirène sont pires. S'il fallait jouer sur une note, on périrait d'ennui. Heureusement qu'il y en a sept do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est pour ça que notre intention de base était de faire une vidéo sur Sonic le Rebelle plutôt qu'une vidéo sur les séries Sonic en général. C'est-à-dire une vidéo comme celle sur Spider-Man plutôt qu'une vidéo comme celle sur les X-Men. Malheureusement, c'est pas possible de faire comme ça. C'est pas possible parce que Sonic le Rebelle présente beaucoup trop de similitudes avec Sonic le Hérisson pour passer cette dernière sous silence. Et puisqu'il nous faut parler de Sonic le Hérisson, il faut aussi parler des autres. Le cartoon, on peut l'expédier rapidement, ce n'est guère qu'un cartoon fort quelconque, pas très différent de ceux de la Warner Bros dans Speedy Gonzales et le héros ou ceux dont Sam le pirate est le méchant, à ceci près que les épisodes sont fatigants à regarder parce qu'ils durent 20 minutes alors qu'ils devraient n'en durer que 10, comme c'est d'ailleurs souvent le cas des séries humoristiques. En revanche, Sonic X et Sonic Boom, c'est plus difficile de les expédier, donc nous opterons pour une comparaison dans le style de ce qu'on a pu faire pour Spirou, X-Men ou Fantomette. Ça fait beaucoup de séries. Fort heureusement, elles peuvent se répartir facilement en deux périodes. La période du Robotnik court sur pattes avec une tête d'ampoule, et la période du Robotnik aux longues jambes et avec une tête d'œuf, plus proche du design des jeux les plus récents. À ce propos, faut qu'on vous précise, les jeux Sonic, on n'y a pas tellement joué. Du coup, on n'a pas d'idée préconçue sur comment doivent être ces personnages. On ne juge ces séries que pour ce qu'elles sont. Les aventures de Sonic, Sonic le Hérisson et Sonic le Rebelle font partie de la première période. Elles sont toutes trois américaines, le Rebelle étant franco-américaine, ce qui se devine à la façon de dessiner des décors beaucoup plus beaux que les personnages. Les aventures de Sonic est surtout passé à la postérité à l'international pour sa rubrique Sonic va vous causer, que nous évoquons dans notre vidéo sur la morale dans les dessins animés, et pour Comme nous le disions, nous ne nous attarderons pas dessus. La série qui a le plus marqué le public, c'est Sonic le Hérisson, qu'en France on appelle souvent la série avec la princesse Sally, qu'on appelle aussi la deuxième série, bien qu'elle ait été réalisée en même temps que le cartoon, allez comprendre. Le génie de cette série est d'avoir compris qu'on pouvait faire quelque chose de sérieux avec le concept du cartoon. Plus exactement, on ne peut pas faire quelque chose de totalement sérieux avec Sonic. C'est un hérisson bleu avec des baskets rouges qui courent très vite. Mais on n'est pas obligé de faire quelque chose de totalement humoristique. De fait, Sonic le Hérisson, Sonic le Rebelle et Sonic X ont chacune trouvé le moyen de rendre l'intrigue sérieuse. Pour Sonic X, on dira ce que c'est plus tard. Pour Sonic le Hérisson et Sonic le Rebelle, à défaut de pouvoir faire du héros un personnage totalement sérieux, ils ont fait du méchant un personnage totalement sérieux. Commençons par le commencement de Sonic le Hérisson. Notre histoire se passe sur Mobius, planète d'animaux anthropomorphisés, où le petit village forestier d'Unisson résiste encore et toujours à l'envahisseur. Enfin, l'envahisseur... En effet, le générique donne l'impression que le méchant, Robotnik, est en fait un envahisseur extraterrestre. Mais on découvre dans la saison 2 que son background est plutôt similaire à celui du Raja de Sarawak dans Sandokan. A l'origine, il était connu sous le nom de Julien et était le chef des armées et fidèle conseiller du roi de Mobius. Grâce à une stratégie similaire à celle des envahisseurs du premier épisode de la Ligue des Justiciers, il prend le contrôle de la capitale, Mobiotropolis, avec l'aide de son neveu Lafouine, et la rebaptise Robotropolis, en prenant lui-même le nom de Dr Robotnik. Depuis ce centre de commande, sur lequel il ne fait jamais jour, et grâce à ses robots humanoïdes, les terribles Cerbères, il conquiert le monde. Au moyen du robotiseur, une machine créée par le docteur Jules Hérisson pour ralentir le vieillissement, Robotnik réduit la population en esclavage. Mais l'espoir perdure car bien que le roi lui-même ait disparu dans une autre dimension dont il ne peut s'échapper, un groupe d'enfants accompagnés de quelques adultes ont pu fuir Robotropolis et se cacher dans la grande forêt où ils fondent Unisson, village secret de la résistance. Parmi ces enfants, Sally, la fille du roi, prétendante au trône, et Sonic, neveu du docteur Hérisson, doté du super pouvoir de courir plus vite que le son. Ensemble, et grâce au survoltano, une autre invention du docteur Hérisson, ils mèneront la vie dure à Robotnik dans l'optique de le renverser. Le fait que Robotnik et son neveu soient humains dans un monde d'animaux donnait à penser qu'ils venaient d'une autre planète, voire de la Terre. D'après Ben Hurst, directeur d'écriture de Sonic le Hérisson, c'est effectivement le cas.
Ce qui est en fait un peu bizarre car Robotnik et la Fouine ne sont pas les seuls humains de la planète. Il y a aussi ce sorcier qu'on voit dans la saison 1, qui au fond pourrait venir de la Terre aussi, mais il n'empêche que c'est étrange. Voilà, cette série a beaucoup de bonnes idées, mais son mélange des genres la dessert sur certains aspects. D'une part, elle ne sait pas toujours où se placer entre le sérieux et le comique, et elle ne semble pas toujours être au clair sur l'ambiance qu'elle veut avoir. Par exemple, on apprend au bout d'un moment que Robotnik a été le disciple du sorcier Nagus, ce qui semble en désaccord avec le type de méchant tout technologique qu'est Robotnik. Ce n'est guère important. Ce qui l'aide davantage, c'est ce deuxième exemple, le cas de la robotisation. Parler de réalisme dans une série sur un hérisson bleu à basket qui court très vite est peut-être vain, mais disons qu'on ne peut pas trouver une chose terrifiante si elle est vraiment trop délirante. C'est le problème avec le robotiseur. Le concept de gens changés en robots sans volonté est fait pour être terrifiant, il suffit de voir Sonic le Rebelle pour en être convaincu. Or la façon dont ça se passe, c'est trop... Le pire, c'est dans la saison 2, quand il crée un dérobotiseur. Il fonctionne, mais seulement provisoirement. Oui, au début, ils disent que ça fonctionne peut-être seulement provisoirement. Du coup, tout le côté dramatique échappe au spectateur. On passe son temps à se demander, mais comment ça provisoirement? Enfin, les robotisés ont des pièces de métal sur tout le corps. Elles vont pas réapparaître comme ça à partir de rien. Bah, si. Ce côté invraisemblable et mystique de la robotisation nuit à l'investissement émotionnel du spectateur. Tout ce déconstructionnisme est trop avant-gardiste. Pour introduire ce genre de choses, la série ne prend pas les précautions oratoires que peut prendre One Piece quand elle nous explique qu'un objet a mangé un fruit du démon, ou que les règles spécifiques et locales s'imposent de force par-dessus les règles générales et universelles. Et donc, de ce point de vue, que ce soit pour la robotisation ou d'autres trucs du même genre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la série ne fait rien pour nous faire accepter ce genre de choses dans le cadre d'un dessin animé qui n'est pas un cartoon. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de réfléchir à comment nous le faire accepter. Ce temps, Sonic le Rebelle l'a eu. Mais avant de parler de Sonic le Rebelle, parlons de ce qu'il y a de bien dans Sonic le Hérisson et qu'il n'y a pas dans Sonic le Rebelle. D'abord, il y a le couple. La romance entre Sonic et Sally est posée dès le départ comme celle d'un vieux couple. C'était extrêmement rare à l'époque pour les personnages titres et ça reste rare aujourd'hui. Ce qui est rare aussi, c'est qu'il n'y ait pas de William. Et ici, il n'y a pas de William. Enfin, il y a Antoine. Pas de William sérieux. Antoine de la Renardière, c'est un personnage de bouffon. On se demande pourquoi les héros l'emmènent en mission, sinon pour faire... la français. C'est-à-dire le français selon les Américains. C'est-à-dire à la fois le quar et l'intello, parce qu'apparemment, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Les Américains manifestent une méfiance, voire un mépris exacerbé pour les figures intellectuelles dans leurs dessins animés. Le fait de parler avec un langage étudié, d'aimer les arts, l'opéra en particulier, d'être cultivé, est plus souvent un attribut du méchant que du héros ou de son mentor. Par ailleurs, non seulement ils attribuent le manque d'audace à de la couardise, mais en plus ils prêtent ce défaut aux Français. Et en fait, ils n'ont peut-être pas tort. Après tout, pour les Américains, Darkseid ose tout, peut tout, c'est pour ça qu'il est Darkseid, c'est pour ça qu'il est le plus fort, alors que les Français savent grâce à Audiard que ce sont les cons qui osent tout, que c'est même à ça qu'on les reconnaît. N'empêche qu'Antoine est celui qui parvient à capturer Robotnik. Bon, celui-ci avait des fusées dans ses bottes, mais il a été celui qui fut le plus proche d'y arriver. L'autre truc qu'a Sonic le Hérisson et que Sonic le Rebelle n'a pas, c'est une fin. Une fin certes ouverte et mise en scène de façon hyper expéditive, mais une fin malgré tout. Par contre, comme elle devait laisser de la place pour une troisième saison, elle est très lacunaire, donc elle ne satisfera que ceux qui n'en attendent rien de particulier. Il n'y a finalement pas eu de saison 3. À la place, il y a eu Sonic le Rebelle. Le fait que ce soit un genre de reboot plutôt que la suite que les spectateurs attendaient a sans doute contribué à son mauvais accueil critique. L'autre raison probable, on en a un peu parlé, c'est les chansons. Oui, redisons-le plutôt 2 fois qu'une, il y a une chanson par épisode, incluse dans le scénario, c'est-à-dire que ce n'est pas un numéro musical spontané façon Disney, mais une chanson de motivation des troupes ou quelque chose de ce genre. Elle interrompt rarement l'action sans raison, même si le prétexte pour la chanter est parfois plus ou moins bidon. Tu lâches une rumeur par devant, elle revient te mordre le derrière, comme le dit la célèbre chanson. Mais quelle chanson? Eh ben celle que je viens de composer. Le montage est kitsch, les paroles sont kitsch et les chanteurs ont une voix un peu atypique pour quiconque est habitué aux chansons de type Disney. Tu me diras, vu comme Patricia Legrand chante dans Redwall, ça aurait peut-être pas été une bonne idée de confier les chansons aux voix parlées des personnages. Mais quand même, pourquoi avoir embauché des chanteurs aussi rock'n'roll? Certes, ces interludes sont plutôt bébêtes, mais ils n'en restent pas moins amusants, les airs sont souvent entraînants à leur façon, et j'affirme que c'est pas pire que les chansons en plein milieu des scènes d'action dans les animés japonais. Il est vraiment fort. Par contre, ce qui est incompréhensible, c'est que d'après Wikipédia, certains considèrent la complexité de l'intrigue de la série comme un défaut, mais acclament le générique. Est-ce l'heure? Saurais-je en moi si la prophétie se réalisera? Mais qu'est-ce qu'ils ont fumé? Il est pas pire que celui de Princesse Sarah. Tu seras capable de sourire aimable, d'oublier le mal, ma petite chérie. Mais il est pire que celui de Princesse Sissi. Et la raison de ta sera la raison du cœur.
Le générique a au moins le mérite de résumer l'essentiel de l'intrigue qui, sans être réellement complexe, n'est pas si simple que ça. De même que dans l'autre série, mais sans doute pas par le même procédé, le docteur Robotnik a conquis Mobius et converti sa capitale Mobotropolis, on enlève le i cette fois, en Robotropolis. Son coup d'état a contraint la reine Éléonore à fuir avec ses 3 enfants, Sonic, Manic et Sonia. Non, il n'y a pas de roi. Il n'est jamais mentionné, même lorsqu'il devrait être mentionné s'il existait. Toujours est-il qu'il y a là une première différence avec Sonic le Hérisson. Sonic est le prince. Dans Sonic le Hérisson, on comprenait mal pourquoi Robotnik accordait tant d'importance à la capture de Sonic et si peu à celle de Sally. Certes, Sonic a des super pouvoirs, mais la princesse est tout de même censée être plus importante encore. Ici, pas de problème. C'est Sonic qui est le prince, donc il est normal que Robotnik n'ait que son nom et celui de son frère et de sa sœur à la bouche. Mais à la différence de l'autre série, Sonic est bébé lorsque Robotnik prend le pouvoir. Et nul ne sait que plus tard il aura le super pouvoir de courir plus vite que le son. Donc tout royal qu'il soit, il n'est pas très menaçant. Certes, le peuple pourrait se rallier derrière le souverain légitime si celui-ci réapparaissait, on le constate de temps en temps. Mais on voit aussi que ça ne suffirait pas à vaincre Robotnik. Il lui fallait donc une autre raison scénaristique de consacrer tant d'énergie à l'extermination de la famille royale. Cette raison est la suivante. Un oracle, appelé carrément oracle de Delphes au début de la série, a prédit que les 3 enfants et leur mère vaincraient un jour Robotnik. Comme il est du côté des bons, il l'a révélé à la reine. Et comme il est réglo, il l'a aussi dit à Robotnik. Et c'est là qu'on découvre le génie incommensurable du Robotnik de cette série. Certes, il n'est pas très impressionnant physiquement, il conserve l'essentiel de son apparence de la série précédente, sa cape jaune devient rouge, et il cache sous une manche longue ce bras à moitié dénudé que l'on ne saurait voir ailleurs que dans l'autre série. Comme il n'y a pas d'autres humains dans la série cette fois-ci, on peut penser qu'il s'agit en fait d'un gorille sans poil. Après tout, l'oncle Chuck a une moustache malgré le fait d'être un hérisson. Mais supposons que ce soit toujours un humain. Il conserve de Sonic le hérisson le fait de n'avoir que 4 doigts par main, ce qui est perturbant car non seulement cette fois il est réellement le seul humain de la planète, mais en plus il est le seul à avoir des mains à 4 doigts, ce qui était le cas de tout le monde dans la précédente série. Peut-être son doctorat lui a-t-il été décerné à l'université de la ville de Sourire d'Enfer, connue comme chacun sait pour la tétradactylie de sa population. Il conserve aussi son bras gauche robotique, mais il perd sa voix robotique en faveur d'une voix plus normale. La voix et le bras lui provenaient dans la série précédente d'un accident de robotiseur. Il paraît plus probable dans cette série que ce bras lui ait été greffé à l'ancienne, on verra pourquoi. Certes, disais-je, ce n'est guère qu'un petit gros habillé en rouge, la majeure partie de son entourage étant plus grande que lui qui dans l'autre série paraissait gigantesque à côté de son neveu Lafouine qui n'existe pas dans Sonic le Rebelle. Certes, sa tête conserve cette forme absurde qui fait un peu penser à un nez vu d'en dessous, ou bien à la tête de Dark Vador sans son masque s'il avait eu une grosse moustache rousse et les yeux du professeur Zoom ou du Mr. Freeze des nouvelles aventures de Batman. Mais il n'en reste pas moins un méchant terrifiant. Pour plusieurs raisons. N'en donnons qu'une seule pour l'instant, sa stratégie. Elle est plus subtile que dans Sonic le Hérisson. Il a besoin d'argent pour maintenir son empire. Cet argent, il le trouve chez les nobles, via l'impôt, mais aussi via toutes sortes d'événements à sa gloire qu'il leur fait financer sous peine de robotisation. Mais robotiser les nobles, ça se fait pas trop. En dépit d'un rapport de force qui lui est extrêmement favorable, Robotnik tient à ne pas se mettre la noblesse à dos. Bien sûr qu'il joue de sa position dominante pour faire à la cour des affronts qui ne se permettraient pas s'il n'avait pas une armée de robots à sa solde, mais dans l'ensemble, il ne va jamais assez loin pour donner à la noblesse une motivation suffisante pour surmonter sa lâcheté et se rebeller. C'est à ça que sert le personnage de Barnabé, on y reviendra. On ne sait pas trop ce qui le motive à ménager la noblesse alors qu'il pourrait lui mettre un gros doigt d'honneur et envoyer ses armées pour l'écraser. Le besoin de gouverner une planète encore vivante, peut-être? Ou bien c'est une situation provisoire avant que la menace réelle, celle de Sonic, soit éradiquée. Ou peut-être encore qu'il a besoin de sujets en pleine possession de leurs moyens pour administrer son royaume, que ce soit des propriétaires terriens, de grands industriels, des savants... La robotisation, c'est plutôt le sort réservé aux gens du peuple, qu'ils soient des rebelles, réels ou supposés, ou d'honnêtes citoyens faisant les frais d'une initiative de recrutement musclée. En effet, les gens robotisés fournissent visiblement un service de bien meilleure qualité que les robots ordinaires. C'est pourquoi on ne les voit jamais sur le champ de bataille. C'est bien pratique, ça évite aux héros d'avoir à zigouiller de vrais gens. Enfin, de vrais gens, on y reviendra aussi. Nous allons avoir tout le loisir de donner des preuves supplémentaires du caractère atypique de Robotnik comme méchant, donnant simplement celui-ci. Cette histoire d'oracle, nul besoin de flashback pour y avoir accès. Robotnik a filmé la scène pour être sûr a posteriori de ne pas avoir rêvé, et aussi sans doute pour ne pas oublier les détails. Excellent. Excellent. Assez sur Robotnik pour l'instant, revenons au scénario. L'oracle de Delphes prédit à la reine Éléonore qu'elle et ses enfants doivent d'abord être séparés, pour ensuite se retrouver au bon moment pour, je cite, former le conseil des 4, pas celui-là, et vaincre Robotnik. Il y a 2 façons de comprendre cette prophétie. Soit elle signifie que les retrouvailles de la mère et de ses enfants déclencheront une série d'événements menant à la défaite de Robotnik, soit elle signifie que la défaite de Robotnik ne sera possible que dans des conditions très spécifiques qui devront avoir été remplies au moment des retrouvailles de la mère et de ses enfants, afin qu'ils puissent former le Conseil des 4 et vaincre Robotnik. La reine Éléonore comprend la prophétie de la deuxième manière et évitera pendant toute la série d'être retrouvée par ses enfants qui la recherchent désespérément.
Enfin, dans le générique, elle dit simplement « Ce hâté risquerait de forcer leur destin. » ce qui peut aussi simplement vouloir dire qu'elle veut leur éviter de vivre des événements dramatiques alors qu'ils sont trop jeunes pour les supporter. Si c'est ça, c'est idiot parce que de toute façon, ses enfants font la guerre à Robotnik sans elle. Commençons par le commencement. Éléonore décide de confier ses enfants à 3 familles qu'elle connaît bien. Sonia, sa fille, à Lady Bigood qui fait partie de la noblesse, Sonic à des gens du peuple déjà engagés dans la résistance contre Robotnik, et Manic à des gens qu'on ne rencontrera jamais puisque le bébé est récupéré par un voleur avant d'être découvert par la famille à laquelle il était destiné. Sonia restera chez Lady Bigood et apprendra à devenir une lady. Manic sera élevé par les voleurs et apprendra à devenir un pickpocket. Et Sonic sera d'abord élevé par la famille de résistants, puis par son oncle Chuck, lui aussi résistant, et apprendra à devenir... Militia? Non, si. Il apprendra d'abord à devenir résistant, malgré lui. Son super pouvoir de courir plus vite que le son se déclenche en grandissant. Et naturellement, il s'en sert pour saboter les infrastructures de Robotnik pour le compte de la résistance. Mais les 3 enfants de la reine se découvrent tous 3 un goût pour la musique. Ce qui est pas de chance, vu que la musique, justement, Robotnik l'a interdite, parce qu'elle redonne l'espoir aux gens? Peut-être. Peut-être aussi, surtout, parce qu'elle donne des super pouvoirs aux enfants de la reine. Enfin, ça, ils pouvaient pas le savoir au début. Toujours est-il que ce goût que les enfants de la reine développent pour la musique est en adéquation avec le médaillon royal qu'ils portent autour du cou, et qu'ils ne peuvent pas enlever parce qu'ils ont une trop grosse tête. Ça doit être ça. Enfin, en vrai, c'est magique, mais on sait pas ce qui se passe quand ils essayent de l'enlever. Si, on sait. Quand ils essayent de l'enlever, eh ben ça marche. Ils ne pouvaient pas l'enlever à l'époque où ils ne savaient pas s'en servir. À partir du moment où ils se sont retrouvés, où ils savent s'en servir, ils n'ont plus de raison de vouloir le jeter ou le vendre. Donc il n'est plus nécessaire que la magie de ces médaillons les oblige à les porter. Autant Manic et Sonia parviennent à ne pas attirer l'attention de Robotnik, autant Sonic, en sabotant son matériel, finit par se faire repérer. Plus exactement, Robotnik croit que les rebelles ont une arme secrète, alors il recrute 2 chasseurs de primes pour régler le problème. Alors qu'il comptait être payé en tant que chasseur de primes pour cette seule mission, Louvois et Durdur se retrouvent contraints par la menace du robotiseur de travailler perpétuellement à l'œil pour Robotnik, qui les loge et les nourrit. Bien entendu, ils vont échouer leur première mission et passeront souvent pour des bouffons, déjà à cause de leur design, et aussi parce que forcément ils échoueront la plupart du temps. Mais ce ne sont pas des bouffons, ils sont même redoutables en tant que percepteurs d'impôts. L'heure de la dîme a sonné. Après leur premier échec pour capturer les insurrectionnistes, oui, c'est le nom que se donnent Sonic, Sonia et Manic quand ils sont ensemble, Robotnik, plutôt que de s'acharner à leur confier la mission de les capturer, leur assigne la tâche de percevoir l'impôt et d'arrêter les fraudeurs fiscaux et les résistants pour les faire robotiser. C'est dans le cadre de ces missions que Louvois et Durdur croisent souvent la route des insurrectionnistes, auquel cas ils ont l'ordre de tout faire pour les capturer. Excellent. Excellent. On le devine aisément à leur design, Louvois est le rusé et Durdur le débile. Durdur a apparemment un faible pour Sonia, mais son rôle dans les épisodes consistera à être transformé par Louvois en à peu près n'importe quoi à l'aide d'une télécommande. Il y a des choses en ce monde qui ne se commandent pas. Je suppose que c'est le genre de situation où il ne faut pas demander pourquoi. Notons d'ailleurs que cette télécommande n'est même pas préprogrammée. Louvois peut transformer Durdur en une chose dont il ignorait jusqu'à l'existence quelques secondes plus tôt. Durdur possède une force incroyable, mais ça lui sert peu car il est peu réactif. Les ruses de Louvois sont généralement efficaces, mais elles sont aussi souvent assez bizarres. En particulier, Louvois et Durdur aiment bien les pièges à base de bébés. Le vieux truc du bébé volant marche à tous les coups. Je suppose que c'est le genre de situation où il ne faut pas demander pourquoi. On pourrait passer des heures sur des détails comme cela, car Sonic le Rebelle fait partie de ces séries, comme Highlander, où ce sont vraiment les détails disséminés dans les épisodes qui aident à comprendre et à apprécier l'univers. Ce sont des séries où les auteurs, les chara-designers, enfin bref, tout le monde s'est amusé à mettre des détails qui ne servent à rien, mais qui prouvent que la série a été faite avec passion. Par exemple, à la place des Cerbères de Sonic le Hérisson, nous avons les Rambo. Certes, ils sont moches, mais il y en a de 2 types différents. C'est anecdotique, ce n'est jamais commenté, mais c'est là, il y en a de 2 types différents. Les détails de ce genre contribuent à une richesse esthétique qui participe à l'identité de la série, et qui est difficile à décrire sans énumérer les détails eux-mêmes, qui sont trop nombreux pour cette vidéo. Fort heureusement, l'essentiel de l'intrigue est détaillé dans le triple épisode de début, qui n'est pas le premier épisode, mais une préquelle en plein milieu de la série. C'est pas comme Highlander avec sa backstory disséminée dans les épisodes. Reprenons. Recrutés par Robotnik, Louvois et Durdur découvrent en analysant les images des caméras de surveillance que l'arme secrète des rebelles est en fait un hérisson qui court très vite, ce qui motive Robotnik à se réintéresser aux enfants disparus de la reine et à la fameuse prophétie. Comme l'oracle est du côté des bons, il décide d'avertir Sonic, au corps défendant de celui-ci. Sonic, votre destin frappe à la porte.
Dites-lui d'attendre dehors. Apprenant qu'il a un frère et une sœur et que ceux-ci sont musiciens comme lui, il décide de les attirer en initiant un numéro musical du genre de ceux qu'on entendra une fois par épisode par la suite. Je suppose que On a compris. Ça fonctionne et les trois sont réunis, mais par la force des choses, leurs tuteurs respectifs sont capturés et robotisés. Donc, il s'infiltre dans la forteresse de Robotnik pour les délivrer. Non. 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 On a dit qu'on y reviendrait, nous y voilà, la robotisation. La robotisation, c'est la mort. Les gens robotisés ont l'air vivants, mais ils ne le sont pas. Fini les fantaisies de Sonic le Hérisson avec le robotiseur transparent qui montre des gens se transformant en êtres métalliques et le coût de la dérobotisation réversible. Le robotiseur de Sonic le Rebelle est un énorme cylindre en métal dans lequel les gens sont traînés par des robots sans pitié, et quand ils en sortent, on voit bien que c'est foutu. La machine a remplacé des bouts de peau, de muscles et de cerveau par des pièces de robots, c'est pas un revêtement, et on voit mal comment les bouts qui manquent pourraient être restaurés. Le pouvoir des médaillons des héros peut rendre robotisés leur personnalité pour quelques minutes, mais justement c'est ça la magie, pas l'inverse. Les médaillons font ce que fait la pierre de résurrection dans Harry Potter. La robotisation n'est pas un sortilège qu'on défait, le pouvoir des médaillons est un miracle qui annule les effets d'une mutilation qui est tout ce qu'il y a de plus concret, et ça tout le monde le sait bien. Impossible de revenir en arrière une fois que c'est fait. Sauf si la machine a mal fonctionné, les robotisés sont morts. Pour autant qu'on sache, quiconque prétend le contraire est un menteur. Donc, non, nos trois héros ne vont pas sauver leur tuteur parce qu'il est trop tard pour eux. À la place, ils entament un voyage initiatique au cours duquel ils apprendront à se connaître et à s'apprécier, et accessoirement à se servir de leurs médaillons. Ces médaillons font apparaître un instrument de musique qui permet de faire un certain nombre de choses, essentiellement attaquer l'ennemi, mais à condition d'être en harmonie les uns avec les autres. Non, ça n'a pas de sens caché, ça veut juste dire que leurs médaillons ne fonctionnent que s'ils s'entendent bien entre eux. Sauf au début, l'harmonie entre Sonic, Sonia et Manic ne sera jamais vraiment mise à mal. Les scénaristes avaient déjà beaucoup d'autres histoires à raconter, alors ils n'ont pas abusé de la recette des héros qui se disputent. À la place, l'harmonie entre les héros sera l'un des éléments clés de l'ambiance de cette série, car cette harmonie se traduit en pratique par le fait que les héros parlent entre eux un langage codé, un espèce de charabia incompréhensible. Un instant, s'il vous plaît. Les robes qualité supérieure sont intronisées au cours d'un raout spécial au Cyber Palladium, non? Exact. T'exagères, c'est pas du charabia. Wombat City, c'est du charabia. Ici, c'est juste du langage désinvolte avec un peu d'argot. Eh, mouche à miel. Si on commençait par un petit pas de deux. En plus, le coup du miel qui veut dire merde, c'était déjà dans Sonic le Hérisson. Miel, qu'est-ce que c'est que ce fourbi? Mais c'est vrai que leurs expressions sont parfois bizarres. Boîte à idées? C'est le genre d'affaires qu'il faut mener tambour battant. Billard japonais, doigt dans le nez. Camoulox? Il bredouille des choses incompréhensibles. Et les pieds devant, ça veut pas dire mort normalement? Comme quand on est dans un cercueil? On fonce dans le tas les pieds devant. Non, dans un dessin animé, c'est comme ça qu'on parle de la mort. Il ne se serait pas rendu sans combattre. Il a peut-être eu un accident. Ce qui est rigolo aussi, c'est que certaines expressions prennent en compte le fait qu'on est sur une autre planète qui ne s'appelle pas la Terre. Mobius s'appelle Sonic. Remarque, c'était déjà le cas dans Sonic le Hérisson. Un tremblement de planète. Par contre, les références culturelles sont quand même celles de la Terre. Asinus, asinum, fricat. Remarque, c'était aussi déjà le cas dans Sonic le Hérisson. Je suis d'un calme olympien. Toujours est-il que l'humour des dialogues présente des similitudes avec celui de Code Lyoko basé sur la réplique qui tue, et celui de Mr. Mask basé sur la formulation alambiquée et le calembour. Mais le mélange est clairement unique et est efficacement mis à contribution pour parler à la fois de choses légères et de choses graves, mais aussi pour camper la psychologie des personnages. Sonic est Sonic, coupant comme une lame, rapide comme l'éclair, bavard comme une pie et vaniteux comme un paon. Sa seule faiblesse, c'est l'eau. Il a une peur monstrueuse d'être mouillé. Blagounette des scénaristes sur les personnages de jeux vidéo qui ne savent pas nager ou qui, comme Sonic, savent seulement marcher au fond de l'eau. Ce n'est d'ailleurs pas la seule série où il est aquaphobe. Bon, soyons justes. Des 5 Sonic, des 5 séries animées, celui de Sonic le Rebelle est clairement le plus intelligent. Quand Robotnik, excellent comme à son habitude, crée un robot ultra rapide pour tendre un piège à Sonic qui, d'après lui, ne résistera pas à la tentation de participer à la grande course pour prouver qu'il est bien le plus rapide. C'est le même principe que le tournoi de la Flèche d'Or dans Robin des Bois. Sonic, certes, commence par tomber dans le piège et se déguise pour participer à la course. Mais... Voilà un bon boulot de fait. Mais ça prouve qu'un déguisement, c'est limite. Je peux toujours changer d'allure, mais pas changer de nature. D'une manière générale, les personnages de cette série ont la capacité de changer d'avis en cours de route, ce qui fait que les scénarios des épisodes sont toujours assez imprévisibles. Manic n'a pas beaucoup de personnalité. Il a surtout un background et une coupe de cheveux. Élevé par des voleurs, il met souvent à profit dans la série ses talents de pickpocket et de serrurier. Ancien pauvre, il est un peu kleptomane au début de la série, et les deux autres devront l'encourager à rendre ce qu'il emprunte. Par la suite, il devient de moins en moins kleptomane et de plus en plus homme d'affaires. Je l'attends. Quoi ? La blague éculée. Ah,
Ben quoi, kleptomane et homme d'affaires, c'est la même chose, non? Et bim! Même si ces manifestations sont de moins en moins fréquentes, l'origine populaire de Manic n'est jamais oubliée par les scénaristes et est réévoquée à l'occasion. Je suis le vrai représentant du peuple. La guitare de Sonic et le clavier de Sonia tirent des rayons laser. La batterie de Manic peut le faire aussi, et elle peut aussi servir de bouclier, mais elle déclenche surtout des tremblements de terre. Enfin, de Mobius. L'accent est mis, au moment où les trois apprennent à se servir de leur pouvoir, sur le fait que Manic est du coup le plus puissant des trois. Mais au final, ce pouvoir des tremblements de terre servira relativement peu. Remarque, dans X-Men Evolution, c'est considéré comme un pouvoir de nulos. Et enfin, il y a Sonia. Elle joue plus ou moins le rôle de l'aînée, même s'ils sont tous les trois du même âge, mais elle joue aussi surtout le rôle de la fille. Ça tient en partie au fait que c'est effectivement une fille, et aussi au fait qu'elle est maniérée parce qu'elle a été élevée chez les nobles. Mais curieusement et heureusement, ça ne se traduit pas par le fait qu'elle refuse de se salir, mais par le fait qu'elle n'aime juste pas ça et qu'elle le fera savoir. Ce qui sera utilisé à bon escient pour préciser les relations entre personnages. C'est gluant, malodorant, en amour, dégoûtant. Je te signale que tu parles de chez moi, princesse. C'est vrai, tu vivais, toi, dans les égouts? De la même manière que pour Broadway dans Gargoyles, on a repris tous les clichés énervants de ce type de personnage et on a fait en sorte qu'il ne soit pas énervant. La minucherie de Sonia ne l'empêche pas d'être badass, et son caractère ne pourrit pas la vie de ses frères non plus, vu qu'ils prennent ses coups de gueule à la rigolade et qu'ils sont plus attentifs aux exploits de leur sœur qu'à ses manières de diva. En plus de son instrument, elle a, comme Sonic, un super pouvoir indépendamment de ça. Elle a une super force. C'est discret et ça sert peu, comme pour Amy Rose dans Sonic X et Sonic Boom. Tout comme Amy doit nécessairement avoir une super force pour soulever son marteau, Sonia accomplit parfois des actions qui ne s'expliquent que par une super force. Et elle peut aussi faire la tornade comme le diable de Tasmanie. Elle est douée pour toutes sortes de choses, et n'est sauvée d'être une mauvaise Marissou que par le fait que Sonic est plus doué encore à cause de sa super vitesse. Elle servira aussi à sortir avec tous les jeunes hommes qui peuvent servir de Love Interest. Je l'attends. Quoi? La blague éculée. Ah, on peut dire qu'il n'y a que le mobil-homme qui ne lui est pas passé dessus. Et bim! Mais elle a deux Love Interest récurrents. D'abord Barnabé. Elle sortait déjà avec lui avant d'être une criminelle en fuite, et continue de le considérer comme son fiancé jusqu'à un épisode un peu tardif où ils rompent. Pas très explicitement, mais quand même. Barnabé, c'est une version améliorée du personnage d'Antoine. Il est couard, mais il ne prétend pas faire partie de la résistance. Il est prétentieux, mais pas exagérément. Il est dévoué à Robotnik parce qu'il le craint, et pour assurer les bonnes relations diplomatiques entre Robotnik et la noblesse. Enfin, Mobius en général. C'est-à-dire que si Robotnik n'avait pas des carpettes comme Barnabé pour s'essuyer les pieds, il aurait robotisé tout le monde depuis longtemps. En ce sens, c'est un peu un agent double et il aidera les héros dans la mesure de ses possibilités, c'est-à-dire pas beaucoup. Déjà, encore une fois, parce qu'il est lâche, et ensuite parce qu'il n'aime pas les frères de Sonia, même si ce sont des princes. L'autre Love Interest de Sonia, c'est Knuckles. Enfin, Castaigne dans la VF. Dans la galerie des personnages jouables, Sonic le hérisson choisit Tails et l'utilise peu parce que c'est un gamin, et Sonic le rebelle choisit Knuckles, qui intervient peu parce qu'il intéressait peu les scénaristes. Ces deux apparitions le mettront en scène comme l'être bon mais naïf et bagarreur qu'il sera aussi dans Sonic X, et Sonia le demandera plus ou moins en mariage à la fin de l'arc de l'émeraude cataclysme qui est un triple épisode. Ce qui nous amène à la structure des épisodes. Il y a deux triples épisodes, celui de la rencontre entre Sonic, Sonia et Manic, et celui de l'émeraude cataclysme. À part ça, il y a un vague fil rouge avec l'oracle, que Robotnik n'a pas réussi à capturer parce qu'il est invulnérable, et la découverte d'une série d'objets qui, supposément, auraient servi à compléter la quête principale des héros si la série ne s'était pas arrêtée à l'épisode 40. Parce que oui, même si un spectateur non averti peut interpréter la fin de l'épisode 40 comme la mort de Robotnik et donc comme étant une fin bien pourrie à la série, non, c'est pas le fait de se prendre 3 avions dans la gueule qui va avoir raison d'un mastodonte pareil. Il s'est déjà pris une gamelle similaire au début de l'épisode et y a parfaitement survécu. Cet épisode 40 n'était pas censé être le dernier épisode. C'est comme Sacré Dragon. C'est un peu ballot que la série se soit interrompue justement au moment où ça prêtait à confusion. Bon. À part ça, les épisodes individuels ne se suivent pas vraiment mais ne sont pas totalement indépendants non plus. C'est un peu comme dans Highlander ou dans Jumanji. Même si la plupart des épisodes ont l'air d'être dans l'ordre chronologique, le triple épisode préquel est au milieu de la série et on a de temps en temps l'impression que ce serait plus logique si tel épisode était avant le précédent. Les intrigues sont diverses et variées, car plutôt que de simplement fuir Robotnik, les héros participeront activement à la résistance et voyageront à bord de leur mobil-home pour rencontrer d'autres groupes de résistants et participer à telle ou telle opération de sabotage. Dans Sonic le hérisson, il y avait seulement un grand groupe de résistants au début et un petit nombre de grands groupes de résistants à la fin. Dans Sonic le rebelle, il y a un grand nombre de petits groupes de résistants partout sur la planète.
Ce choix d'une résistance diffuse et nombreuse rend la situation géopolitique plus crédible. On met en scène la résistance non pas comme une armée qui se constitue pour finalement renverser le tyran, mais comme une organisation clandestine déjà bien établie qui se contente de saboter les usines de Robotnik pour freiner son expansion, tout en sachant que ça ne suffira jamais à le vaincre. D'ailleurs, dans Sonic le Hérisson, quand ils mettent hors circuit le groupe électrogène de Robotropolis, ils s'attendent à ce que ça ait de lourdes conséquences pour Robotnik. Dans Sonic le Rebelle, quand ils détruisent une usine, ils ne s'attendent pas à ce qu'il n'y ait plus de Rambo après. Du coup, de la même manière que dans Code Lyoko, les héros passent le plus clair de leur temps à empêcher leur ennemi de remporter une victoire totale et non pas à remporter des victoires décisives contre lui. Ce choix d'une résistance diffuse et nombreuse rend également l'univers plus vivant, puisqu'on rencontre des personnages qui résistent à Robotnik dans des pays différents aux coutumes différentes. Même si la série affiche un goût particulier pour les paysages désertiques et les villages de type Moyen-Orient. Un défaut récurrent des épisodes est qu'ils sont parfois expéditifs. C'est dû en partie au fait qu'il se passe vraiment beaucoup de choses dans un même épisode. Comme on l'a dit, les personnages savent changer d'avis quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, et les péripéties sont donc nombreuses. Mais l'inconvénient, c'est qu'on attend du spectateur qu'il devine tout seul des choses qui ne sont pas évidentes. Ici que Sonia a perdu la mémoire en se cognant la tête, là que Sonia va réussir l'examen de vol juste parce que ce sera son rôle dans l'intrigue d'être la seule qui sait piloter correctement, et tout un tas de choses dans le même style où le spectateur doit deviner, car comme chacun sait, le public cible de ces séries, ce sont des narratologues aguerris à qui il suffit de raconter les premières minutes pour qu'ils devinent la fin. On a parfois le sentiment que la série s'adresse à des gens habitués aux histoires et à leur code. Curieusement, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans Sonic Boom. Quant à l'ambiance des épisodes, elle est en grande partie humoristique à travers beaucoup de bons mots et quelques gags visuels qui vont du très convenu au très bizarre. Mais elle n'est pas seulement humoristique. Elle est aussi sérieuse et touchante, mais c'est difficile de dire à quoi ça tient. Le degré de sérieux accordé à la vraisemblance des événements et à leur mise en scène de manière à ce qu'ils soient touchants, c'est du niveau des 11 premiers épisodes de Ladybug, série que je n'ai pas eu la patience de regarder en entier, à cause justement du peu de sérieux qu'elle consacre à mettre en scène ses enjeux. Combiné à l'absence de gags que tu puisses comprendre comme étant des gags, ce qui n'est pas le cas dans Sonic le Rebelle. Ok, mais mon propos reste le même. Souvent, on passe rapidement sur des choses qui auraient gagné à être mises en scène avec beaucoup plus d'emphase ou de pathos. La différence avec Ladybug, c'est qu'on arrive à prendre au sérieux ce qui est sérieux dans Sonic le Rebelle. Et donc on ne s'ennuie jamais devant un épisode. Même si les enjeux sont décrits rapidement, incomplètement ou sur un ton léger, ils n'en sont pas moins réels, et la série ne s'interdit pas de mettre en scène des moments tristes. Leur crédibilité et leur intensité ne tient en fait qu'à une chose. À Robotnik. Avec lui, ça ne rigole pas. Tout le monde sur internet dit que c'est un méchant plus comique et gaffeur que dans Sonic le Hérisson. Ce n'est vraiment pas vrai du tout. Ses stratégies sont vraiment retorses, et il ne laisse aucune chance à ses ennemis. Déjà, il ne fait pas de prisonniers. Quand il retient quelqu'un en otage et prétend qu'il va le robotiser si ses revendications ne sont pas satisfaites, la vérité, c'est qu'il a déjà robotisé l'otage. Comme Ozymandias dans Watchmen, s'il prétend qu'il va faire quelque chose, c'est qu'en réalité, il l'a déjà fait. De ce fait, dès l'instant où quelqu'un est emmené par les Rambo ou par Louvois et Durdur, le spectateur sait bien que ce quelqu'un finira robotisé, c'est-à-dire mort, ou au moins estropié. Et ça ne veut même pas dire qu'il ne tue pas pour de vrai. Il précise dans un épisode qu'il préfère tuer Sonic plutôt que de le robotiser. Ensuite, il est vraiment très intelligent. Lui et Louvois anticipent spontanément des difficultés que personne d'autre n'anticiperait avant d'y faire face. Prenez mon vaisseau amiral et un fourgon que vous me ramènerez bourré de recrues. Mais l'archipel doit être truffé de cachettes connues seulement des locaux. Comment les débusquer? En utilisant un leurre comme celui-ci. Sonic X répétera souvent que Robotnik est un génie. Sonic le Rebelle se contente de le montrer. Techniquement, il est à la pointe et n'a besoin de compter que sur lui-même. C'est lui qui a créé le robotiseur. Et il n'est jamais à court d'idées quand ses techniques ne fonctionnent pas comme prévu. De ce fait, il est vraiment pas facile à duper. Enfin, il ne fait aucun compromis. C'est bien normal, l'oracle lui a annoncé qu'il serait vaincu par les Insurrectionnix. Cette révélation a modifié son échelle des priorités. Même la destruction du monde ne le convaincra pas de collaborer sans condition avec les héros. Car que le monde soit sauvé ou détruit, si les enfants de la reine survivent, il mourra. Le résultat, c'est une scène déchirante où Castagne négocie avec Robotnik une collaboration pour sauver le monde et où Robotnik exige en contrepartie que Castagne lui livre les Insurrectionnix. Et un épisode entier où on nous montre un peuple qui ne veut pas faire la guerre contre Robotnik et qui veut juste vivre en paix en restant neutre dans le conflit entre lui et les rebelles, mais qui finit par comprendre que même la neutralité n'est pas tenable à long terme face à Robotnik, qu'il faut soit résister, soit être écrasé. Car Robotnik est particulièrement audacieux.
On ne le verra avoir vraiment peur qu'une fois, et ce sera à cause d'un très gros lapin rose avec sa tête. C'est une constante de toutes les séries Sonic. Robotnik crève l'écran. Quand il est là, on ne voit que lui. Mais c'est encore plus vrai dans Sonic le Rebelle. C'est à se demander pourquoi tout le monde sur internet dit que c'est un clown. C'est sans doute le syndrome du Dr Watson. Dans Sherlock Holmes, Watson est très compétent. Mais comme c'est lui le narrateur et qu'il a tendance à se dévaloriser lui-même, les adaptations ont tendance à prendre la narration au pied de la lettre et le campent souvent comme un petit bonhomme un peu bête et un peu maladroit. Dans Sonic le Rebelle, les héros refusent de parler sérieusement de Robotnik. Ils feignent de ne pas le prendre au sérieux, et d'ailleurs, de manière encore plus affirmée que dans Sonic le Hérisson, les héros préfèrent l'appeler par des surnoms que par son vrai nom. Comme Zérobotnik. Robot nul. Robot nul. Robot nul. Bot nul. Chauve qui peut est devenu Spoutnik. Salut Spoutnik. On le voit bien, toutes ces choses étaient déjà dans Sonic le Hérisson, mais à l'état de prototype. Par bien des aspects, on voit que Sonic le Hérisson est encore à mi-chemin entre le cartoon pas sérieux et pas très à cheval sur la cohérence, et le dessin animé d'aventure captivant et épique. Sonic le Rebelle a perfectionné ce qui était perfectionnable, supprimé ce qui n'allait pas, ajouté 2-3 petites choses pour l'ambiance, et du coup, des 5 séries Sonic, c'est bien Sonic le Rebelle que nous avons préféré. Les 2 dernières séries, nous les gardons pour le mois prochain. Mais, pour avoir su faire de Sonic en série quelque chose de sérieux et d'épique, Sonic le Hérisson et Sonic le Rebelle méritent qu'on s'en souvienne. Je crois qu'on a assez voyagé pour aujourd'hui. Nous allons bivouaquer. Allez, allez, accélérez un peu les gars. Prendre la camomille, ça va te calmer. Hé, retiens ton adrénaline, mon grand. Au moins, on aura profité de la pause pour que Charlie nous fasse sa révision des 20 millions de kilomètres. Qu'est-ce que c'est que tous ces poissons morts? Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien, j'ai juste répandu un petit peu de poison. Les poissons l'ont apparemment mal supporté, aussi mal que rire. Oh, ça m'a drôlement ouvert l'appétit de devoir t'agiter dans tous les sens. Oh, ce loup est vraiment très méchant. Un crotal, une vipère à cornes, un boa. De ce côté, pas de problème. Je vais me poser dans un mouchoir. Je pense qu'il n'aurait rien à faire d'une tzigane comme moi. Nicole, donnez d'informations sur Alcatraz. Je peux le placer sous votre responsabilité jusqu'à son procès. La personne qui les a volés peut, grâce au Décémini, se connecter d'où elle veut au cœur de notre système d'exploration du psychisme. Attention, Dulcie, ne rate pas l'atterrissage. Parce que tu es notre frère. Toi alors, t'es vraiment la fille de ton père. L'absence de ma mère n'est due qu'à la présence de cet escroc. Oh, c'est super cool. J'ai envie de faire une partie. Mathias, n'aie pas honte de verser des larmes. Jérémy, il y a une fille pour toi au téléphone. Maubourg-la-Tour est une ville sympa, c'est clair, mais j'ai fait le tour de la question. Il n'y a qu'avec vous que je me sens chez moi. Si toutefois vous le voulez bien, j'aimerais vous inviter à dîner où et quand il vous plaira. Vous m'espionnez, vous deux, comme d'habitude. Je veux ce hérisson, m'enrouler. Docteur Robotnik, nous tenons le hérisson, il est dans les marais du diable. Ah mais oui, c'est ça. Tu vas demander un dépliant touristique. Messire Lance de l'eau, toujours prêt à se faire servir des petites déj dignes d'un roi. L'apprenti s'isole une dernière fois pour réfléchir, et lorsqu'il est vraiment sûr de lui, il se choisit un bâton comme celui-là. Nos voisins sont en train d'installer une piscine, et si quelqu'un doit avoir une piscine chez lui, ça doit être moi, Biff Tannen. Emmène-moi au bout de l'univers, Sonia. Le sot, il croit pouvoir cacher le visage de la princesse derrière un masque. Comme c'est amusant. Pour une pauvre gueuse, tu manies fort bien le langage. Allons, reconsidère ma proposition. Eh bien, monsieur Valérian, je suppose que vous avez l'intention de vous rendre à la conférence interplanétaire ce soir. Tout mon travail détruit en quelques secondes. Toutes ces années passées à modifier, à façonner le continuum spatio-temporel réduit à néant. As-tu fait bon voyage, Laureline? Écarte-toi, mec, c'est mon pote. Dites-moi, vous savez qu'il sort des choses presque intelligentes quelquefois? Vous n'êtes qu'un fou dangereux pour moi, et c'est pas le pire de vos défauts. Je crois que je vais vous laisser régler vos histoires de terriens entre vous. Je vous accompagne. Coupant comme une lame.